Attendez. J'ai fait référence au boisé, aux champs, tout ce qui est espace vert, et non seulement la montagne. Le zone agricole, je pense que ça c'est déjà protégé. Mais je parle des espaces verts dans le milieu de vie, dans le milieu habitable. Donc ça c'est une partie de ma question. Aussi, nous sommes une ville très motorisée. On voit que la plupart des déplacements se font en auto, comme beaucoup de banlieues. Est-ce que vous avez des projets à ce niveau-là pour favoriser le transport actif? Par exemple, le transport, le vélo et le piéton, le transport, le déplacement à pied, les conditions des piétons. Je pense qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau de l'espace qui est accordé aux piétons. Et donc, pour savoir si vous travaillez là-dessus. Et aussi au niveau de la participation citoyenne. Je sais, vous avez quelques comités, comme le comité environnemental. Est-ce que vous allez avoir des consultations plus larges auxquelles tous les citoyens puissent participer? Donc, ça, c'est grosso modo mes questions. Des éléments dans le développement durable. C'est facile, c'est surtout facile. Je ne sais pas, il y a qui se lance en premier? Vas-y, Émile, tu sembles bien parti. Peut-être, en fait, votre premier point, c'était sur la préservation des boisés que nous avons présentement. Et tout ce qui est espace vert. Hein? Tout ce qui est espace vert, oui. Comme qui pourrait être aménagé en parc ou laissé dans un état naturel. Tout à fait. En fait, la grande majorité se retrouve en périphérie, en zone limitrophe du Mont-Saint-Hilaire. Okay. Puis moi, ce que je peux vous répondre, c'est que depuis 2001, il y a eu un comité du Périmac qui s'appelait, qui eux autres ont défini avec le Centre de la nature les endroits stratégiques au pourtour de la montagne à préserver. Okay. Donc, les endroits qui avaient la plus haute biodiversité. Puis de couper où est-ce que ça fait moins mal, parce que la plus grande, il y a une grande majorité des terrains qui étaient des terrains privés. Okay. Donc, c'est ça, il y a eu une analyse de fait sur la biodiversité. Okay. Il y a certains terrains qui ont été acquis en partenariat avec le Centre de la nature, Conservation Nature, qui est un programme fédéral. Et puis la ville, en fait, donne 25 000 $ par année à l'acquisition de terrains. Puis ce 25 000-là, le provincial et fédéral, si je me trompe bien, je pense que c'est... La CMM. Puis la CMM donne l'équivalent pour acquérir les terrains. Okay. Donc, à la date, il y a ça. Ça, je ne sais pas si ça répond à moitié à votre question. Je pense que vous en savez déjà pas mal. Mais au niveau du PEMAD puis de nouveaux projets domiciliaires, c'est quoi qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Oui, on s'avait parlé d'ailleurs de ça. Vos dépanneurs rentrent arranger du lait et des bières. Je m'en suis bien. Puis, vous savez, en fait, avec le PEMAD, qu'est-ce que ça va permettre? C'est toutes les zones vertes, on va pouvoir les acquérir plus aisément. Car les zones vertes vont être cristallisées à travers le temps, on va pouvoir les dézoner. Okay. Donc là, ça va devenir plus facile aux organismes comme le Centre de la nature, la ville, la CMN, d'acquérir ces zones vertes-là, de les préserver. Maintenant, bien sûr, il y a une contrepartie avec ça. Là, je pense que tout le monde ici le sait, il y a une densification qui vient avec cela. Je ne m'éterniserai vraiment pas là-dessus. Non. C'est ça qu'on pourrait en parler vraiment toute la soirée. C'est quoi l'échéance au niveau de ce plan de... vous savez que le plan de concordance du PEMAD qui devait être déposé le 20 mars, je vais parler plus haut, le 20 mars à la MRC a été reporté de 2 mois, qui va permettre au comité que nous avons formé de terminer leur analyse, de faire les rencontres qu'ils ont avec plusieurs citoyens et organismes. Alors, bref, ça s'est reporté au mois de mai. Au mois de mai. Il y a peut-être M. Côté qui voulait rajouter quelque chose? En fait, disons qu'on a un comité qui est formé et de citoyens et de... on est 2 conseillers municipaux, et 3, excusez. Évidemment, effectivement, c'est pour avoir une question de vision de ce que doit être Mont-Saint-Hilaire pour les prochaines 20 ans, entre autres. Évidemment, mais le volet
vert est toujours prioritaire dans un sens de modèle comme tel. L'exemple, là, on travaille beaucoup sur le parc Laurier, puis maintenant, éventuellement, il n'y aura plus de garage dans ce coin-là, municipal. Donc, à un moment donné, ce sera développé, en fait, on est comme tel. Mais là, c'est ce coin-là actuellement qu'on travaille, mais évidemment, il y a le H16 sur le chemin de la montagne et autres, et la H105 aussi, etc. Donc, il y a un paquet d'endroits qui sont sous la loupe pour savoir qu'est-ce qu'on devrait concevoir comme avoir la vision de Mont-Saint-Hilaire d'ici pour les 20 prochaines années. Puis évidemment, mais ce que nous autres, on va suggérer, ça va être présenté à la population, de sorte qu'il pourrait y avoir d'autres, en fait, pour des commentaires. Je peux vous dire que... Ça va être présenté vers quelle date? Parce qu'il me semble que le 2 mois, c'est trop serré pour... C'est malheureusement trop serré. Pour une vraie participation citoyenne. Parce qu'on parle d'une vision à long terme. Hein? Ouais. Mais on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on a demandé une extension de 2 mois. Mais je sais qu'il faut y mettre le paquet, en fait. La deuxième bonne nouvelle, peut-être à ça, c'est que le ministre a accordé à la Ville de Montréal un prolongement jusqu'en juillet. Okay. On pense que puisque le ministre l'a accepté à la Ville de Montréal, on espère qu'ils vont nous l'accorder aussi. Alors ça, c'est à suivre. Là, on devrait avoir bientôt une réponse. Juste pour enchérir là, sur votre point, là, quand est-ce qu'on va... excusez-moi, j'ai un petit peu de problème de gorge. Juste pour vous informer sur le point où ce que vous amenez là, pour quand est-ce qu'on va aller à une consultation générale. Oui. Ce que le comité sur le PEMAD veut faire présentement, c'est s'approprier le PEMAD. Okay? On veut se l'approprier, le comprendre comme il faut. Okay. Avoir une uniformité au niveau du comité. Puis après ça, on va pouvoir consulter. Parce que tant qu'on n'aura pas une bonne connaissance de ce PEMAD-là, on ne sera pas en mesure de l'expliquer correctement, de un, et de deux, on ne sera pas capable d'en tirer les vraies choses de ces choses-là. Donc, on travaille là-dessus présentement. Pour le point, ce qui avait parlé d'une ville très motorisée, du transport actif, nous, dans ce comité-là, on a sorti des grands enjeux, et l'environnement, c'est le premier enjeu sur lequel on veut plancher. Et dans ce point-là, dans cet enjeu-là, il est très question de transport actif, de recyclable, de déplacement à pied. Juste un exemple qu'on a discuté, on veut relier la 116 à la gare par un chemin à pied et à vélo. Okay. Vous savez, entre la gare et la 116, il y a la 200 et la 116. Là, ouais. On veut relier ça à pied. Donc, c'est des points qu'on amène de présentement. Okay. Parfait. Puis, dans le transport actif, il ne faut pas oublier le jogger. Il prend beaucoup de place à Mont-Saint-Hilaire. Puis le jogging, la course à pied. Ça prend beaucoup de place à Mont-Saint-Hilaire. De plus en plus, je suis sûr que vous en avez vu beaucoup. Il faut prendre le vélo, le piéton, mais aussi la course à pied. Pour la participation citoyenne, je peux vous dire, on l'a dit tantôt, on a eu un comité de citoyens de former pour le développement. Eux autres même vont rencontrer les citoyens là, prochainement. Okay. Et tout dossier que nous allons amener dans les prochains mois, dans les prochaines années, il va y avoir toujours une consultation citoyenne. Est-ce que ça va être une invitation générale à tous les citoyens? Oui. Selon des dossiers, voyez-vous, on a des rues qu'on va regarder prochainement. Alors, on a invité les gens de la rue de venir nous rencontrer. Ouais. On en a une cette semaine. On met beaucoup d'emphase. C'était notre plan d'action pour l'élection, puis on met beaucoup d'importance sur la participation citoyenne. Je pense que toutes les idées sont bonnes en passant, si vous en avez. Oui. Je pense que ça serait très important que tous les citoyens soient invités le plus possible à des consultations. Oui, parce que ce n'est pas juste notre secteur qui nous concerne. Non. C'est toute la ville qui a un impact sur nos vies. Oui. Donc, OK. Merci. Merci beaucoup. Madame Phaneuf. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs les conseillers. Mon nom est Josée Phaneuf. Je demeure depuis bientôt 35 ans sur la rue Pinault à Mont-Saint-Hilaire. Et je suis le porte-parole de plusieurs résidents ici qui demeurent sur la rue Pinault. Alors, quelle a été notre stupéfaction de voir l'évaluation de nos terrains? Nos terrains ont triplé de valeur. Alors, nous avons plusieurs questions et nous sommes quand même bien préparés.
La première question, nous aimerions savoir de quelle façon M. Jocelyn Girard du groupe Evibec a-t-il procédé pour faire l'évaluation des terrains sur la rue Pinault? Est-ce que vous me permettez, Mme Faneuf, que je vous parle généralement de la rencontre? Parce que vous savez qu'on a rencontré l'évaluateur juste avant, à 6h30. C'est un dossier qui est effectivement très complexe. J'aimerais vous parler un peu, là, puis les gens du conseil pourront en ajouter également, parce que c'est quand même frais dans notre mémoire. Vous expliquer un peu la rencontre qu'on a eue. Vous parlez de votre cas à rue Pinault, puis possiblement que ça va répondre à plusieurs de vos questions. Est-ce que ça vous convient? Parce que répondre question par question, là, ça va être compliqué. Bien, allez-y, on vous écoute. Merci, j'apprécie. Premièrement, ce qu'on a compris de l'évaluateur, c'est qu'il y a eu une forte hausse sur les terrains à Mont-Saint-Hilaire pour deux raisons. Il y a eu la rareté des terrains en Montérégie, parce que vous savez que ce n'est pas unique à Mont-Saint-Hilaire. Hein. Oui, c'est partout en Montérégie, là, je dirais, dans la couronne sud. Et aussi la pression sur le territoire agricole, parce que, comme on sait qu'il y aura pour plusieurs années aucun dézonage, alors ça l'a fait une augmentation de la valeur des terrains en général à Mont-Saint-Hilaire. Deuxième point que l'évaluateur nous expliquait, c'est qu'il y a eu un rattrapage sur la valeur des terrains. Puis là, on a dit, ouais, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis une couple d'années? On nous expliquait que les évaluateurs sont rendus avec des outils beaucoup plus performants qui leur permettent de calculer avec plus précis la valeur des terrains. En général, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir la valeur totale. Puis votre rue là, est problématique. Je vais parler de votre rue après. Là. Mais généralement, ce qu'il faut regarder, c'est la valeur totale du bâtiment, de l'immeuble. Hein? Parce que, et puis vous devez vous poser la question, puis j'ai parlé avec plusieurs citoyens, là, puis on arrivait souvent à cette conclusion-là. Si moi, ma maison est évaluée à 300 000 est-ce que je peux la vendre à 300 000 Puis la très grande majorité des cas, c'est oui. Et le fait que le terrain a augmenté, là, oui, ça a un impact, là, mais je vous dirais, là, il faut que l'évaluateur reste avec l'augmentation du marché général de votre secteur ou de la ville. Alors, qui baisse le terrain, qui augmente le bâtiment, ça a comme plus ou moins d'impact. C'est vraiment le montant total. Oui, je comprends. Je comprends bien ce que vous me dites, M. Corriveau, que vos évaluateurs avaient des instruments là, peut-être un petit peu plus sophistiqués, mais je ne sais pas s'ils les ont employés de la même façon sur la rue Forêt. Alors, ici, oui, on l'a eu, je pense. C'est ça un tableau que vous pouvez peut-être regarder. On en a fait pour tout le monde. Alors, la valeur des terrains au pied carré sur la rue Forêt est similaire par rapport à la dimension du terrain. Oui. Donc, la valeur du terrain varie en fonction du prix par pied carré. Tandis que sur la rue Pinault, ben, c'est l'inverse. Alors, la valeur des terrains a été uniformisée indépendamment de la grandeur du terrain. Donc, le prix du pied carré varie selon la dimension du terrain. Alors, comment vous pouvez nous expliquer ça? Alors, ce qu'on m'explique, effectivement, corrigez-moi, messieurs, madame, parce que c'est quand même, on a parlé beaucoup. Dans le cas de sa rue Pinault, c'est des maisons en rangée. Hein? Et sur la rue Forêt aussi. Et la rue Forêt également. Et semi-détachés aussi. Oui. C'est ça. Ils ont une méthode de calcul différente pour les maisons en rangée, les condos, que les maisons unifamiliales. Dans le cas de la rue Pinault, ils ont réalisé, suite à des appels de vous, que la méthode qu'ils avaient utilisée n'était pas bonne. Ils nous l'ont dit carrément là, en disant... Pardon? Attendez, je m'excuse, on se limite à Mme Faneuf. Alors, le calcul qu'ils avaient pris pour la rue Pinault, ils vont reprendre ce calcul-là. Alors, c'est sûr qu'on va avoir une nouvelle évaluation de nos terrains.
Il y a certains terrains, c'est des Seulement terrains, quatre. là, il y en a 4. Là. Oui, parce que suite à une conversation avec quelqu'un, C'est un les plus résident de la petits. rue Pinot, l'évaluateur a admis ne pas avoir pris connaissance des lieux, puis il a même réduit le prix de 4 terrains. Les plus le petits terrains. 334, le 336, le C'est 366 ça. et le 368 Absolument. sont passés de 100 000 à 70 000. Et voilà, parce qu'ils ont réalisé que ces terrains-là étant plus petits que ceux du Mais bout. c'est parce qu'on n'a pas toute la même grandeur de Ouais, c'est terrain ça. non plus. Non, madame, On n'a pas toute la même grandeur de terrain. définitivement. Alors, est-ce qu'il pourrait faire son travail avec logique? Mais il va vous dire que c'est tout à fait logique ce qu'il fait. Parce qu'à la base, c'est des évaluateurs professionnels, on s'entend, là, c'est quand même des gens professionnels. C'est la méthode de calcul qui est très différente cette année des années passées. C'est ça qui vient quelque part. Puis nous aussi, hein, au conseil, là, c'est pas pour rien que le monsieur est venu. Là, on se posait beaucoup de questions nous-mêmes. Là. Et lorsqu'on regarde la méthode de calcul, excuse. Non, c'est parce que j'ai dit, moi aussi, quand j'ai reçu Ouais. chez moi, bon, je suis pas dans le même secteur, mais moi aussi, j'ai fait wow. Ouais. Mais. Mais le- vous sa- je comprends Oui. qu'il puisse avoir des instruments assez sophistiqués, Oui. mais expliquez-moi de la façon qu'il procède. Est-ce que j'ai compris? Je peux continuer. Oui, oui, peut-être parce que méthode. Il y a vraiment la localisation des comparatifs. Où est-ce que est situé l'immeuble? Par immeuble, j'entends le terrain et la maison et le bâtiment. Donc l'immeuble, il regarde où est-ce qu'il est situé. Est-ce qu'il est proche des services? Est-ce qu'il est proche de la montagne? Est-ce qu'il est proche de l'eau? Tout ça va changer, évidemment, la valeur. Il y a aussi les comparatifs. Donc, combien est-ce que les maisons, les terrains aux alentours ont été vendus? Il arrive avec un chiffre. Donc, c'est deux facteurs principaux. Il arrive avec le chiffre et l'évaluation. Ce qui fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que la plupart d'entre nous, le terrain, la maison en tant que telle a plus ou moins changé. Même plusieurs, la maison a diminué de valeur et le terrain a augmenté beaucoup. La façon qu'il l'a expliqué, c'est qu'on a un montant total qui, lui, l'évaluateur est assez à l'aise de dire ça, c'est le prix que vous seriez capable de vendre votre résidence, votre terrain, votre bien. Donc, en montant le terrain, mais en montant pas la maison, ce qui dit, j'arrive à un total, puis ce montant-là serait un montant réaliste que vous pourriez vendre. La raison pourquoi il n'y a pas monté la maison, puis baisser le terrain où on a vu la grosse différence, c'est que la valeur de la maison, c'était à reconstruire, ça, il arriverait un sinistre, la valeur qui était déjà là était assez réaliste des montants neufs, des montants de matériaux neufs. Si vous assurez votre maison à 200 000 la maison brûle et ça vous coûte 250 000 à reconstruire, il y a un gap avec l'assureur. Donc, en remontant le terrain, pour faire une valeur uniforme, c'est là qu'on arrive au montant qui ont Ça marche pas, ça. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est Mme Je Faneuf. regrette. Vous Nous, on n'accepte viendrez pas à la cette fin. réponse-là parce que tous nos terrains sont à 100 000. Si vous prenez logiquement un secteur, mettons qu'on prend le secteur du bord de l'eau, le secteur, nous, on s'appelle le centre, puis les gens du flanc de la montagne. C'est pas du tout pareil, effectivement. Bon, vous comprenez? Parce que, comme M. Dionne dit, il doit prendre en considération le secteur. Non. Alors, exemple, les gens sur le chemin des Patriotes, naturellement, leur maison, leur terrain, une plus grande valeur parce qu'ils sont sur le chemin des Patriotes. Ça a un impact. Puis, également... Et puis, ils vont être calculés selon le pied carré, le puis, terrain. plus que le terrain est élevé en pied carré, plus la valeur au pied carré va être plus bas. Plus bas. C'est parti. C'est vraiment fait selon leur méthode de calcul des évaluateurs. Là. C'est pas. Non, je m'excuse. Si je peux renchérir de ça, il nous expliquait qu'il partait à partir de 400 mètres carrés, Oui. puis là, il y avait une base Oui. de pied, au pied carré. La Après ça, logique- il augmentait par tranche de 400 mètres carrés. C'est quoi la logique? La logique, il veut, selon l'évaluateur, un terrain de 400 mètres carrés versus un terrain de 2000 mètres carrés. C'est pas la même valeur au pied carré. Alors, et plus que le terrain est élevé, plus que la valeur au pied carré va être plus basse. Mais il faut s'entendre, pour le même terrain de 2000 pieds carrés sur le bord de l'eau versus ailleurs, c'est pas nécessairement la même chose. Voyez-vous comment c'est complexe?
Ben, c'est Mais, assez- non, madame, je m'excuse, madame. Il y a un protocole à suivre. OK. Alors, on se demande bien si la facture n'est pas refilée au moins nanti. Ben écoutez, et d'un, sachez une chose. On est aussi malheureux que vous dans cette histoire-là. C'est pas. Pas sûr. Non, ne croyez pas, Pas sûr. madame. Je ne comprends votre empathie, M. Corriveau, là. Ben, madame Faneuf, ne croyez pas que nous, on appelle l'évaluateur un matin pour on lui dit voulez-vous augmenter tout ça? C'est pas nous, là. Nous, là, Mais c'est qui a employé ces évaluateurs-là? Ben, nous, on est en appel d'offres, malheureusement, puis je l'ai dit il y a quelques mois. Il y a 2 évaluateurs au Québec qui font ce genre de projet-là pour les municipalités. On a reçu un seul soumissionnaire. On sait que l'autre ne soumissionnera pas parce qu'il y a un problème en plus de relève dans ce domaine-là qui fait que les évaluateurs n'ont pas d'employés. Alors, ils ne veulent pas travailler pour les autres municipalités. Ils ne sont pas capables de fournir. La seule et unique responsabilité de la Ville, c'est d'engager par un appel d'offres un évaluateur. Après ça, là, nous, là, on ne peut malheureusement rien faire autre que mettre un mécanisme en place, puis je vais vous l'expliquer à la fin. Lorsqu'un citoyen, puis je vous le dis, là, il y a eu des cas, là, il y a eu des cas de révision, là. Je vais essayer de retrouver, parce que depuis tantôt, je me promène avec mes feuilles. Il y a eu des changements. Il y a eu tout près d'une trentaine de changements, de rencontres de citoyens avec l'évaluateur, d'appels téléphoniques avec l'évaluateur, d'échanges, puis l'évaluateur arrivait à la conclusion en disant « Ah, c'est bon ce que vous dites là, on va le changer. » On s'aperçoit qu'on a fait une erreur ou une mauvaise compréhension, là, prenons ça plus gentiment. Et de tout ça, là, sur les quasiment 150 cas, il y a seulement eu 8 demandes de révision. Alors, ça veut dire une chose. Moi, ce que j'arrive en conclusion, c'est que prenez le temps de leur parler parce que ils sont ouverts. On les a rencontrés, comme je vous ai dit tantôt. Ils ne l'ont dit pour Pinot. C'était évident qu'ils ont... Puis comment le mot, la phrase qu'ils ont utilisée, je trouve... Non. Je m'excuse, monsieur, vous prendrez la parole à la fin. Madame Faneuf. Alors, bref, c'est un peu ça. Et la responsabilité de la Ville, malheureusement, c'est d'essayer de vous aider dans cette démarche-là. Et c'est pourquoi qu'on l'a rencontré, c'est pourquoi que je vais vous suggérer fortement de communiquer avec nous aux finances pour qu'on vous donne les coordonnées. Et, on les connaît. Bon, et de communiquer avec l'évaluateur. Commencez par ça. Je pense que vous allez être surprise de voir comment il y a une certaine ouverture. Puis si à la conclusion, vous êtes convaincu, puis posez-vous la question, est-ce que la valeur totale est trop élevée? Si la réponse est oui, bien, allez faire une demande de révision, ça va valoir la peine. À la fin, madame. Je m'excuse. J'ai terminé, mais... Oui. Oui, c'est ça. Il y a une résidente qui a appelé disant qu'elle venait de recevoir son évaluation, puis tout ça, puis elle voulait comprendre, puis la personne au téléphone lui a répondu « Si ça ne fait pas votre affaire, ben on ira se voir en cours. Ouais, ça c'est pas fort. Oui. Écoutez. On a jusqu'au 30 avril pour faire une révision? Oui, pour faire une demande de révision. Contacter et ultimement faire la révision. Mais je vous le dis, là, avant de faire une demande de révision, appelez l'évaluateur. Oui, mais j'aimerais ça Tenez-moi au courant, si vous j'aimerais voulez. ça vous continuez Oui. de dire tantôt, vous Absolument. les avez rencontrés et ils ont admis que... Que le calcul qu'ils avaient utilisé pour la rue Pinot, là, c'était pas fort. C'était une erreur. Puis ils ont convenu qu'il était pour... mais je m'excuse, là, c'était pour les 4, là. Hein? C'est pas toute la rue. Non, c'est pour ces les 4, là. Qui ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur. Vous savez, c'est pour ça que je vous invite à communiquer avec eux. Là. Vous allez voir, c'est... Okay. Est-ce qu'il y a d'autres résidents de la rue Pinot? Non. Je m'excuse, madame. Non, Après, il y a monsieur... À moins que M. Piché veut bien vous laisser sa place. M. Piché... Est-ce que M. Piché... Non, vous allez parler après. Faites un gentleman de vous. Puis... Donnez-moi votre nom, madame. Moi,
c'est Joëlle Saint-Pierre. C'est Mme Saint-Pierre. Résidente au 334 Pinot. Alors, moi, je fais partie je dirais, des victimes. Là. Premièrement, j'ai pensé que c'était vraiment une erreur, puis qu'il allait avoir une explication qui allait arriver assez vite. Moi, mon terrain est passé de 19 500 à 100 000, ce qui veut dire quintuplé, 500 Je m'excuse, est-ce que c'est un terrain vacant ou construit? Non, il n'y a pas de terrain vacant. C'est une maison de ville. J'habite là depuis 12 ans. Parfait. Et j'y suis très heureuse. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. La maison a été dévaluée de 17 Elle est passée de 153 000 à 125 000. Évidemment, ça, c'était pour rencontrer. On voulait que ma maison monte à 225 000 alors qu'elle était estimée à 272 000, ce qui veut dire une augmentation de 23 OK. Il y a eu une correctif sans que je demande quoi que ce soit. Par la poste, j'ai eu une lettre de l'évaluateur, de la maison de l'évaluateur, qui a corrigé à 70 000. Ce qui veut dire que, bon, l'augmentation passe de 19 500 à 70 000, donc quand même 323 la maison toujours sous-estimée, alors que tout le monde sait qu'une maison, ça prend de la valeur, à moins qu'il y ait eu une catastrophe. Ma maison a toujours été bien entretenue, mais elle a eu une dévaluation de 18 je reste avec une évaluation globale de, disons, qui a descendu à 195 000, ce qui est peut-être plus dans le marché, mais qui est quand même une augmentation de 13,5 j'estime, avec le calcul, que ma valeur qui était passée à 45 $ le pied carré est ajustée à la baisse à 31,70 $. Bien, je me dis, petite amélioration, mais je fais des petites recherches. J'appelle une compagne qui habite aussi à Saint-Hilaire, pas loin de chez moi, 6 minutes à pied, donc à peu près le même secteur. Et elle, sa maison, bien, le terrain a augmenté de 137 avec l'ajustement, son terrain passe à 27 $ le pied carré. Son augmentation de taxes est de 5,4 versus chez moi, c'est de presque 14 d'augmentation de taxes. Mon voisin, qui est au 338, bien, son terrain a été évalué à 100 000. Il est resté à 100 000 parce qu'il y a le double de mon terrain. C'est ceux qui avaient la moitié de sa grandeur qui ont passé de 100... Parce que tout le monde a eu 100 000 $, tous les terrains confondus, qu'ils aient 2 000 pieds carrés, 4 000 pieds carrés, 5 000 pieds carrés, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Moi, je me suis dit, il y a quelqu'un qui dormait au gaz ou qui avait fait un party la veille. Avec le correctif, il y a un petit ajustement, mais ça ne tient pas la route. On va avec la surface. C'est facile à calculer. Vous dites qu'ils ont des méthodes sophistiquées, modernes. Il me semble que la calculette doit être facile, tant par pied carré, c'est la logique des choses. Parce que pour le moment, même avec le correctif, je demeure à 31,7 $ le pied carré, alors que mes voisins, qui ont un plus grand terrain, avec leurs 100 000, ça touche autour du 21 $. On a le même terrain. C'est quoi? La maison du voisin, qui est inhabitée, chose curieuse, elle a été... Sa valeur totale, je pense que c'est 250 000 terrains. 255. Ma maison est évaluée, qui est la voisine, qui est la jumelle. On s'entend, c'est la même maison, même année, même construction. 255, la mienne, 192. Elle est inhabitée et elle est dans un état pitoyable parce que, en tout cas, ça, c'est... L'État, ils ne prennent pas en considération au moment qu'on se parle, l'État. Mais une différence entre 255 et 192, il y a définitivement un appel à faire auprès de l'évaluateur. Oui, mais moi, je vais payer pour faire cette demande de réévaluation-là? C'est-à-dire que le premier appel, c'est gratuit. Hein? Vous parlez à l'évaluateur, vous soumettez votre cas, vous lui expliquez un peu la différence. Ils vont regarder, puis ils vont vous expliquer s'il y a une logique ou du moins, je ne dirais pas une logique, mais plutôt une explication, ils vont vous la donner. S'il y a une erreur, ils vont vous la corriger. Si, après explication, vous n'êtes pas d'accord avec sa conclusion, c'est là où vous pouvez faire une demande de révision. OK. Et dites-vous bien, puis ça fait 2-3 fois que je le dis, mais je vous le dis, ça fait une grosse différence quand on le voit comme ça. Demandez-vous, c'est la valeur totale de votre immeuble, c'est une valeur marchande actuelle. Nous gargarise avec, mais on s'entend qu'une maison, lorsque c'est déprécié, c'était votre maison, vous n'aimeriez pas ça qu'elle baisse de
voyez-vous, c'est 17 de sa valeur. C'est pas logique. Je comprends leur but, c'est que le chiffre rond, puis pour la revente, tout ça. Mais ça, c'est parce qu'on veut arriver à ces fins. On a augmenté le terrain beaucoup parce qu'on se dit tout le monde va être augmenté le terrain. Puis les pauvres, ben, on va leur faire croire que, OK, regardez, on a baissé votre maison. Mais la logique des choses, c'est que les maisons ne se déprécient pas. Au contraire, ils prennent de la valeur. Il ne faut pas oublier, si je peux enchaîner là-dessus, qu'il ne faut pas oublier ce que lui nous mentionne, c'est de regarder toujours, comme M. Dion disait tantôt, de regarder l'ensemble de votre immeuble. C'est sûr que, comment je dirais ça, on se fait projeter, oui, le terrain a augmenté, mais vous ne vendrez pas votre maison demain matin avec juste votre terrain. Vous allez la vendre aussi avec la résidence. Fait que c'est ça, il faut que vous regardiez. Il ne faut pas focusser seulement sur le terrain. Regardez l'ensemble de votre immeuble. Si ça fait votre affaire de dire, bon, vous dites à 192, est-ce que vous allez la vendre? Puis ça, c'est tous les gens sur votre rue. N'importe quelle résidence à Mont-Saint-Hilaire. Si vous êtes capable de la vendre à ce prix-là, là, c'est sûr que à ce temps aujourd'hui, les évaluations municipales sont dans le marché réel presque à 100%, ce qu'on peut dire, qui sont des valeurs qui sont marchandes. Je comprends, monsieur Brault. Puis c'est bon ce que vous dites là, mais j'aimerais ça que l'ensemble soit bon aussi, que le terrain soit évalué au pied carré dans notre zone, c'est ça que ça vaut, on calcule par pied carré, et que les maisons ne soient pas dévaluées. Ça, je trouve que c'est pas logique. La façon qu'ils évaluent le bâtiment, là, M. Maître, corrigez-moi, parce qu'on a dit beaucoup de choses, là. Mais si j'ai bien compris, ils prenaient la valeur marchande du bâtiment, puis ils enlevaient de la dépréciation selon l'âge du bâtiment. C'est sûr, lorsque vous me dites que vous avez deux bâtiments identiques, une à l'autre, même âge et tout ça. Il y a eu plein d'erreurs, M. Corriveau. C'est une aberration, puis c'est dommage que vous ayez juste un qui s'est soumis là, à faire le travail, parce que je pense que la compétition n'était pas assez forte, parce que vraiment, lui, là, dans notre rue, il a vraiment pas passé le test. Mais je vais vous dire un impact qu'on constate depuis la fameuse CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, depuis qu'on fait partie de la couronne sud, là, ça a eu un impact sur la valeur des terrains. Et l'ajustement, le rattrapage, là, je pense que l'évaluateur aurait dû faire ça sur plusieurs années. Pour des raisons multiples, ils l'ont fait là, la CMM, la couronne sud, tous les changements qu'il va y avoir, ça a créé une forte hausse sur les valeurs des terrains. Alors, c'est là où... Et là, à un moment donné, vous me dites, on aurait pu augmenter la valeur de votre terrain, OK? Puis dire, ben oui, mais on ne touche pas au bâtiment, hein, parce que, comme vous dites, votre bâtiment ne devrait pas déprécier. Mais si l'évaluateur le faisait comme ça, là, puis Mme Lapalme, corrigez-moi si je me trompe, là, le total aurait été une augmentation supérieure à la valeur des ventes qu'on a eues dans votre secteur et dans notre ville. Alors, bref, vous auriez eu, exemple dans votre cas, là, puis je dis n'importe quoi, 25 %. Puis c'est pas le 25 % que lui doit appliquer chez vous, c'est 15 % sur tout le secteur. Fait que ce qui fait, à un moment donné, un déséquilibre entre le bâtiment et le terrain. Alors, c'est là où l'évaluateur, du fait qu'il part avec la valeur du marchand, il enlève la dépréciation et ça donne la valeur de votre terrain. Et c'est là où il peut y avoir un changement avec une différence, minime soit-il, avec un voisin. C'est du cas par cas. C'est pour ça que lorsqu'on a parlé avec l'évaluateur, moi, en tout cas, personnellement, ce que j'en ai conclu, c'est que ça vaut vraiment la peine si vous croyez que la valeur totale de votre bâtiment est trop élevée. Si vous voudriez vendre votre bâtiment ou votre immeuble demain matin, ça vaut la peine de lui parler. Ça vaut la peine. Ce que j'ai compris, c'est vu qu'eux ils regardent vraiment la valeur totale, de l'appeler, est-ce qu'il y a une des questions que vous posez, est-ce que vous êtes capable de vendre au prix qu'on a évalué le tout? Si vous pensez que non, je vous suggère fortement d'avoir des comparables de votre secteur
pour avoir votre dossier. Mais ça, mon expérience personnelle, excusez-moi, mais par rapport à la valeur, là, moi, quand j'ai acheté ma maison, elle était évaluée avec la ville à 72 000 et je l'ai payée 110 000. Donc, c'est plus que 50 La valeur qui s'était vendue, la valeur marchande. Oui. Vraiment. Puis, je pense que quand on a une maison qui est bien située comme les nôtres, les gens qui achètent, ils achètent la location, la vue sur la montagne, le cœur de la ville. Ça va être très peu significatif pour eux. Comprenez-vous? Je pense que j'ai pas peur de ne pas la vendre, ma maison, puis de bien la vendre si j'ai à la vendre. C'est même pas ça la question. Okay. C'est juste que j'ai l'impression que ça a été fait d'une façon artistique ou folklorique ou rêveuse. Ouais. Puis mais c'est pas le cas, ma chère madame. S'il vous plaît, ça a été fait, c'est scientifique, là. C'est aussi bête que ça, là. Ouais. Mais effectivement, notre commentaire avec les... S'il vous plaît. Nous-mêmes, avec l'évaluateur, on semblait lui dire, mais il semble que ça serait pas compliqué, là. Vous prenez un secteur, là, puis ça vaut 10 piastres le pied carré, vous appliquez ça, tout le monde 10 piastres le pied carré. Puis il dit, oui, ça serait trop simple, c'est pas comme ça marche. Ce serait trop simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Non, bien, c'est parce qu'ils sont quand même régis par des lois, par une façon de faire. Tu sais, le type, là, je vous le dis, là, il ne regarde pas votre fiche puis il dit « Oh, cette maison-là va valoir tant. » Il y a des calculs, là, il nous a expliqué des calculs assez complexes pour arriver à votre valeur. Ouais. C'est pas au pif qu'ils vont donner la valeur. Mais dites-vous bien une chose certaine, nous aussi, puis je parle nous, là, mais je vais vous parler des autres maires et des autres municipalités qui vivent la même chose que nous, les autres conseils. Ça a donné un coup, parce que effectivement, quand on voit des terrains, là, j'en ai un, là, sur le bord de l'eau, là, il a passé de 2 000 $ à 200 000 $. Imaginez-vous. Puis là, le type, bon, il y a plein de facteurs, là, mais la conclusion, là, avec le monsieur, quand j'y ai parlé, j'ai dit, votre terrain, là, est-ce que vous le vendez quel prix aujourd'hui? Le demain matin, vous le vendez 200 000. C'est bon. Mais, c'est bête comme ça. Ben, c'est un terrain vacant. Merci, M. Corriveau, mais je vais juste vous dire que la rue Pinault, on est un petit peu, comment je vous dirais, en période de réflexion, parce qu'il se passe des choses. Là. En plus de ça, il y a le fait que il y a un changement de vocation par rapport au HLM, comme vous le savez. Je peux vous en parler. Et je déplore un petit peu, pour les personnes âgées, comment ça s'est passé. J'aurais aimé ça, humainement, qu'on sache, bien, vous le savez, là, que les personnes âgées, c'est des personnes vulnérables, qui vivent le stress très difficilement, qui sont à haut risque de complications. Et que les familles monoparentales aient un grand besoin, j'en conviens. Mais là, c'est qu'on déloge des personnes d'une façon rapido, alors qu'on aurait pu dire aux personnes monoparentales, vous allez pouvoir avoir accès au HLM de la rue Pinault. Avec les départs, les personnes âgées, on le sait, ils partent. Puis des fois, ça part 2-3 du coup, et on va remplacer graduellement. On aurait pu entrevoir un changement graduel, mais là, en tout cas, puis je ne sais pas s'il y a un peu de défense, là, je ne sais pas si ça va bouger ou pas, mais je sais que pour nous, c'est sûr qu'au niveau environnement, on aimait bien la tranquillité et c'était des personnes qui étaient respectueuses, tranquilles. Et on le sait que les familles monoparentales, c'est malheureusement des familles qui ont des problèmes socio-affectifs et économiques et que ça amène des problèmes. J'ai été voisin pendant 6 ans avec une famille reconstituée où j'ai vécu énormément de problèmes, malgré que j'aimais beaucoup les enfants. Et là, bien, je peux multiplier la Seine par 66 logements, par une moyenne de 2,5 enfants. C'est au-dessus de 100-150 enfants qui vont être adolescents. Et c'est une épreuve qu'on vit, les gens de rue Pinault. Puis là, on nous arrive avec une job bâclée de même. Bien là, c'est comme on réagit. Ouais. Pour répondre à l'OMH, si vous me permettez, on a eu une rencontre ce matin. J'ai assisté, M. Côté également, avec notre député et ministre. Une rencontre à sa demande avec tous les résidents des 3 bâtiments concernés pour le déménagement. Je peux vous dire qu'actuellement, le déménagement là, se fait bien. Ça fait dans l'harmonie, dans le respect des gens. Oui, il y a des gens qui sont inquiets, c'est normal. On a une madame de 92 ans, là. Il faut vous dire que sa fille était là, puis elle la trouvait pas drôle, cette madame-là, avec raison, là. Mais c'est une question de vivre en communauté. La Société d'habitation du Québec a décidé que les 4,5 et les 5,5
devait être habité par des familles. Alors, il y a des gens là, qui sont seuls qui habitent, imaginez-vous, dans des 5,5. Alors, la Société d'habitation a décidé, à Mont-Saint-Hilaire, de prendre 3 bâtiments, comme vous dites, pour résumer le dossier, et d'amener des familles en difficulté financière. Ça ne veut pas nécessairement dire, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, que ça va être des gens à trouble. On l'espère que non. De toute façon, ils vont être supportés par plein d'organismes de la région. Ils sont déjà sur le terrain autant avec les personnes de l'OMH que la direction de l'OMH pour accueillir ces familles-là. Moi aussi, sur le coup, je vais vous dire, j'ai eu, en tant que maire, là, Puis je me suis dit, non, voilà une belle occasion à Mont-Saint-Hilaire. Nous sommes des gens choyés à Mont-Saint-Hilaire. Voilà une belle occasion de prendre 67 familles démunies, puis leur donner un environnement extraordinaire, puis que peut-être au bout de ça, là, on va sauver plusieurs enfants. Juste ça comme mission pour moi, là, je trouve ça extraordinaire. Mais il va falloir qu'ils soient bien entourés, bien encadrés. Puis ça, je peux vous dire, il y avait des gens ce matin là, de partout qui étaient présents. Puis je suis confiant. Je suis confiant qu'on saura. Mais je comprends votre inquiétude. On va souhaiter qu'il n'y aura pas trop de conséquences pour les personnes âgées. J'ai une mère de 88 ans. Puis je peux vous dire, son entourage aussi, c'est des personnes très vulnérables. Un détecteur de fumée qui sonne, puis c'est le drame. Alors, je peux imaginer que quelqu'un qui se fait sortir, ça doit être plus qu'un petit drame. Mais vous savez que la plupart des gens qui étaient là espéraient mourir là. Alors, de se voir déménager dans un autre bâtiment à côté, c'est pas évident. Mais je peux vous dire que c'est fait, là. Ils vont peinturer l'appartement, ils vont installer les rideaux. Ils donnent jusqu'à 800 $ pour le déménagement. Alors, voyez-vous, c'est toutes des choses que la Société d'habitation du Québec ne donne pas habituellement. Puis dans ce projet-là, pour aider les gens, ils ont accepté plus que ce qu'ils font habituellement. Fait que je suis confiant. Merci, madame. Monsieur Piché. Allez-y, Monsieur Piché. Oui, Monsieur le maire, les conseillers. En fait, étant donné que bientôt vous allez rencontrer Hydro-Québec, on aurait aimé que vous leur posiez quelques questions parce que nous, on n'a pas cette possibilité. Entre autres, ma question concerne la rentabilité des nouveaux compteurs intelligents. Hydro-Québec nous affirme que ce projet sera rentable dans 20 ans. De notre côté, on nous a dit que, contrairement aux anciens compteurs qui avaient des durées de vie de 40 à 50 ans, ces nouveaux compteurs auront des durées de vie de 10 à 15 ans. Alors, comment Hydro-Québec compte-t-il rentabiliser son projet si les compteurs doivent être remplacés avant même la fin de leur mandat? Comme deuxième question, les compteurs intelligents étant très énergivores, quel pourcentage de ma facturation sera-t-il attribué à la consommation d'électricité du compteur? Après l'installation des nouveaux compteurs, les abonnés ont constaté une augmentation moyenne d'environ 10-20 % de leur facturation. Est-ce uniquement dû à la consommation d'électricité des compteurs qui communiquent entre eux 24 heures sur 24? Merci. Juste pour vous dire que, comme vous savez, hein, on s'est parlé, on va rencontrer Hydro-Québec. Par la suite, le Conseil va avoir tout en main pour prendre une décision suite à votre intervention. Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Gilbert? Non, mais tout simplement, je ne sais pas si on peut avoir la feuille avec les Oui, on va vous les laisser. Oui, tu nous envoies par email. Oui, d'accord. Madame Lee. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Comme vous avez pu le constater depuis que vous êtes à la ville, il y a une antenne qui a été installée à quelques mètres d'ici. Or, j'ai entendu dire qu'il était question d'en installer une autre dans le même endroit ou à proximité de cette tour, ou d'ajouter un élément à la tour, je crois que c'est la tour Roger, à la tour Roger, multipliant ainsi l'émission d'ondes.
Personnellement, je déplore le fait qu'il y ait une tour en plein centre du village. Et ma question est, est-ce que vous avez reçu d'autres demandes pour l'installation de d'autres tours? Pourriez-vous parler un petit peu plus fort? Non, le micro est pour la télévision, monsieur. S'il vous plaît, le micro est pour la télévision. Alors, ouais, je pense qu'on va travailler là-dessus. Mais je parle de la tour Roger qui est installée ici. OK. Je parle de la tour Roger qui est installée dans le village à proximité d'habitations. Et moi, j'ai entendu dire qu'il était question qu'on en installe une autre ou qu'on ajoute un élément à la tour Roger qui est déjà là. Des recherches ont révélé que l'émission de ces tours-là sont nocifs pour les gens qui vivent dans un rayon de 500 mètres de ces tours-là. Donc, une grande partie du village est sous l'influence et dans ce périmètre, dans ce rayon de 500 mètres. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez reçu d'autres demandes pour l'installation de d'autres tours sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire? Monsieur Métro, de mémoire, on n'a pas eu. Non. Deuxième tour ici. Maintenant, l'ajout. Oui, plus fort. À ma connaissance, on n'a pas de demande pour le deuxième tour à l'arrière de l'hôtel de ville. Puis l'ajout en fait, qu'un autre fournisseur vienne s'installer dessus, c'est pas impossible parce que de toute façon, ils sont incités par Instruit Canada à utiliser les tours même de compétiteurs là, pour éviter la prolifération de tours sur les territoires des municipalités au Canada. Mais je peux vérifier demain. Ouais. On va faire la vérification demain, Mme Liquet, puis on va vous revenir. Si on installe un autre élément sur cette tour-là pour éviter la prolifération de tours sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire, vous augmentez la quantité d'ondes de cette tour-là pour les gens qui sont dans le rayon de 500 mètres. Mm-hmm. C'est juste qu'est-ce qui est la position d'Industrie Canada, mais je vais vérifier demain effectivement, Mme Liquet, s'il y en a des demandes, s'il y a une demande qui est élogée pour une deuxième ou troisième, je ne sais pas le nombre de fournisseurs qui sont sur la tour. C'est une demande additionnelle. Mais si par exemple, Hydro vous demande l'installation de notre tour, est-ce que votre intention est d'accepter ce genre de demande ou est-ce que vous avez des moyens de décider si oui ou non vous voulez... M. Gilbert semble vouloir... Oui, c'est tout simplement. En fait, la même problématique, le même litige a lieu présentement à Tobin Park. Oui. Puis, je ne sais pas, il y a justement des gens de Tobin Park dans la salle. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est juridiction fédérale. Donc, on n'a aucun droit acquis de se opposer à l'implantation d'une tour téléphonique sur le territoire d'une municipalité X. Ce qu'on peut faire, on peut peut-être faire une motion, j'ai aucune idée, les autres moyens qu'on peut faire, les moyens de pression, j'ai aucune idée. Sauf que c'est sûr que... on peut les diriger, on peut les diriger à un endroit. Est-ce que vous pouvez, par exemple... on ne peut pas les refuser. Proposer ou soumettre au gouvernement fédéral que, par exemple, il y a une forte objection à Mont-Saint-Hilaire à ce qu'on installe une tour dans le village. Pourquoi on ne peut pas installer ces tours-là qui sont un peu à l'extérieur, en périphérie, où il n'y a pas d'habitation? Alors, au niveau technique, j'en sais rien. Peut-être que c'est pas grave. J'ai suivi un peu le dossier de l'implantation de cette tour-là. En grand résumé, c'est pas nous autres qui choisissons où est-ce qu'elle s'en va, la tour. Donc, autrement dit, c'est l'Industrie Canada qui dit ben, nous autres, on la veut dans ce périmètre-là. Donc, c'est le fournisseur de téléphonie mobile qui décide plus ou moins, lui, où il va installer sa tour. Ouais. Je trouve ça un peu aberrant que la municipalité... Ça va marcher, la quantité de personnes qui sont ici aujourd'hui. C'est-à-dire que le fournisseur qui veut l'installer, prenons un exemple ici, on ne pourrait pas lui dire aller dans le parc industriel, parce que c'est ici que le problème, comprenez-vous? L'amener dans le parc industriel, il ne règle pas son problème. Mais effectivement, comme M. Gilbert dit, on est malheureusement, entre guillemets, obligé, c'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est les aider à l'installer ailleurs en respectant la zone qu'ils ont besoin. C'est malheureux. À Tobin Park, ils ont un sérieux problème également. Puis... Et c'est malheureux dans un sens que
il y a une loi qui ne prend pas soin des effets néfastes. Les externalités ne sont pas encadrées là-dedans, bien sûr. Puis maintenant, il y a eu plusieurs études. J'ai vu la brique de M. Pichet qui m'a envoyé sur les émissions d'ondes. Puis c'est assez impressionnant, là, les effets à long terme sur le cérébral. S'il vous plaît. Ouais, la journée de la jonquille pour le cancer. Oui, effectivement. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait une autre tour dans le coin. Bien, écoutez, on pense que non. Il y a Otterburn Park qui ont eu une demande, effectivement, ça on est au courant, mais Mont-Saint-Hilaire, de mémoire, on n'a pas eu de demande pour ça. On pourra le vérifier, mais j'en douterais. OK. Merci, madame. Merci. Monsieur Cloutier. Madame Cloutier, je n'ai pas noté... Je m'appelle Monique, c'est bien. Je viens de réaliser, j'ai mis les noms de famille, mais je n'ai pas indiqué si c'est monsieur ou madame. Oui, moi, en fait, je suis dans la continuité des questions qui sont posées depuis ces deux personnes. Là. Il y en a d'autres aussi qui sont en appui ici pour le moratoire qu'on a demandé. Oui, on a reçu les demandes en passant. Oui, c'était intéressant. En tout cas, il y en a qui sont peut-être venus, il y en a qui me sont venus, mais que je connais pas. On en a eu CRS 6-7. Oui. Ben, en fait, c'est des gens qu'on avait pu contacter de personne à personne ou... Écoutez, moi, dites-vous bien, on va rencontrer, donnez-nous la chance de rencontrer Hydro-Québec, puis après ça, le conseil municipal va se pencher sur ce dossier-là, puis on va pouvoir vous revenir pour vous dire qu'est-ce qu'on en pense. J'espère bien, et les questions que j'avais à vous proposer pour demander à Hydro-Québec... je les veux. Oui, je vous les donne après, elles sont ici. Alors, vous les remettrez au greffier. Tout à fait. Alors, les questions, celles qui m'intéressent pour la minute qui suit, là, c'est toute la question de la facturation et de la tarification différenciée. Suite à l'installation des compteurs intelligents, la facture des abonnés d'Hydro-Québec subira une augmentation de combien? On ne sait pas encore de combien ça va être avant tout changement de tarif. Là, ça veut dire qu'on installe un compteur et, oups! Il se passe quelque chose, le calcul est fait en temps réel et non pas la petite bobine qui tourne, là. Et tout de suite, en partant, il y a une chance importante que les gens voient déjà une augmentation de tarification. Ensuite, il y a une autre étape que Hydro a aussi en tête, c'est la facturation qui va se réduire non pas de 60, mais à 30 jours. On va descendre de 60 jours à 30 jours. Ce qui va aussi avoir un impact sur la facturation, qui va créer une augmentation, parce qu'on avait comme, sur 60 jours, on avait un tarif de base. OK, pour les 30 premiers kilowatts, ça ira mieux, et réparti sur les 60 jours. Et en ramenant ça à 30 jours, ça veut dire que les tarifs vont monter. OK. Alors, pardon? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Non, c'est qu'en période d'hiver, vous avez un problème parce que vous utilisez tout de suite vos 30 premiers kilomètres dans parlez-moi. Okay. Alors, donc, non, mais le calcul a été fait et c'est possible là, que les gens voient aussi une augmentation. Et on se demande quand ça pourrait entrer en vigueur, cette augmentation-là. Et l'autre étape de tarification qui est prévue, mais que Hydro nie un peu, là, en fait, il n'est pas clair quand on lui pose la question, est-ce que la tarification va devenir différenciée selon les heures de pointe et les heures critiques? OK. Pourquoi on s'intéresse à ça? C'est que je pense que les ménages actuellement font face à des demandes de taxes qui augmentent de toutes parts, OK? Ça a été vrai dans le transport routier avec le pétrole. Là, on a Hydro-Québec a eu des surplus dans les années passées. Et là, ils arrivent encore, pour le 1er avril, la demande qui était de la Régie de l'énergie, 5,8 d'augmentation au 1er avril. Okay. C'est quand même beaucoup d'augmentation et on regarde ce que les gens sont capables de payer, puis à un moment donné, mais ça finit par être trop. Dites-moi, les questions, est-ce que vous les avez demandées, vous, à Hydro?
beaucoup de personnes essaient d'avoir leur juste à ce sujet-là Puis, et ne répondent pas réponse? vraiment. OK. Mais est-ce que vous êtes aussi un payeur d'électricité? Oui, effectivement. Hein? Alors, mais ce qu'on va faire, ce qui est intéressant avec vos questions, c'est un peu la même histoire avec l'évaluateur, c'est qu'on va pouvoir soumettre les questions à Hydro-Québec en leur disant, lorsque vous allez nous rencontrer, on aimerait avoir les réponses de ça. On va regarder les questions, ça va de soi. Fait que remettez le tout à monsieur Poirier, puis on va se donner des suites à ça. Comptez sur nous. Oui, parce que toutes les administrations publiques vont devoir payer l'électricité et voilà. ça se reflète tout le temps sur le compte de taxes, sur les impôts à la fin de l'année et sur le bill aussi qu'on paye. Puis je pense que les familles à revenus modiques deviennent de plus en plus pauvres. Ouais. C'est bien dommage, mais il y a eu, savez-vous ça, là, j'ai été estomaquée de voir ça. En 2011, Hydro-Québec a effectué 50 000 débranchements auprès de ménages incapables de payer leurs factures. On était en 2011. On est en 14, on demande 5,8 et encore, tous les compteurs intelligents vont faire en sorte que la facture va augmenter. Parfait. Alors, je vous laisse. Écoutez, vous savez, il y a les téléphones intelligents, Ah, les compteurs intelligents, ça va être quoi après les maires intelligents? Hey. Mais il n'y a pas grand-chose d'intelligent dans ce compteur-là. Monsieur ou Madame Mathieu? Monsieur. Donc, bonsoir, Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur Mathieu. Conseillère. En fait, j'ai deux questions. Une qui fait partie du jardin panoramique. Oui. Il est supposé où il y a un terrain qui est dédié à la ville de Mont-Saint-Hilaire pour faire un parc. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui, hein? Oui, oui. La réponse est oui. J'aimerais savoir, en fait, peut-être que vous êtes pas au courant, vous saviez qu'il y a un résident qui a été attaqué il y a 2 ans et qui a été laissé comme mort sur ce terrain-là. Ah oui. Qui est moi d'ailleurs. Ah oui. Oui. Wow. J'aimerais savoir quand est-ce que vous allez développer ce terrain-là à mettre de l'éclairage afin d'éviter d'avoir des adolescents qui viennent sur ce terrain-là. Bien, écoutez, vous me bouleversez là, dans vos propos, là. Et d'un, je ne le savais pas, puis de deux, de voir que c'est vous, c'est encore plus bouleversant. Vous pourriez faire une recherche sur Internet. Oui, définitivement. Fils de détective. Monsieur Brault étant pompier à l'époque, là, il doit connaître le dossier. Mais c'est sûr que dans ce parc-là, il va y avoir de l'éclairage, c'est évident. Et quand est-ce que ça va être fait? Ah, ben bonne question. Avez-vous les des travaux, dates de prévues? Non. En fait, pour éviter, justement, on voit que l'été s'en vient encore, on voit que les ados s'en viennent. C'est un espace très critique. OK. Pour que les ados...